Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce 11e rapport est, comme 8 autres inscrits à l'ordre du jour, est une invitation particulière à y répondre. Et j'évoque en préambule, bien évidemment, toutes ces délibérations estampillées, bilans et perspectives que j'ai peine, pour ma part, à qualifier de délibérations. Ce sont avant tout des prises d'actes, à mon sens, n'offrant aucun choix possible, si ce n'est des positions figées, majorité, opposition, pour, contre. Loin de moi, toutefois, l'idée de dénier à la majorité le droit de faire le bilan de ces 12 mois de mandat. Mais c'est plutôt sa façon de faire, de dire et de l'écrire qui indispose et incite, du coup, me semble-t-il, à des réponses d'autant plus âpres et plus rugueuses, alors que le contexte général nécessiterait pourtant des positionnements plus apaisés et par là plus constructifs. Dans ces 9 rapports, et présentement ce matin, la majorité persiste en effet dans sa sempiternelle mise à l'index de la gouvernance passée et depuis ce matin d'ailleurs des 23 ans écoulés. Force est de constater que nombre d'entre vous considèrent que dans la vie ce n'est pas l'issue qui compte, mais c'est le combat lui-même. En effet, toutes les 3 lignes de ces 9 rapports, des considérations factuelles discutables, mais factuelles, donc acceptables, sont toujours et encore agrémentées de commentaires inlassablement ressassés dont la synthèse serait du genre « c'est tellement nul, c'était tellement nul avant, heureusement, nous sommes arrivés ». Pour le dire crûment et de façon un peu exagérée de ma part, j'en conviens. J'en viens à ce 11e rapport consacré au soutien aux communes et aux EPCI qui n'y échappe pas. Sans m'étendre sur le détail de ces nouveaux dispositifs de soutien, je fais part ici de certains constats et de remontées qui nous viennent de la part de bon nombre d'élus, des communes et des EPCI. Les élus communaux apprécient l'attention générale qui leur est portée et approuvent bien de ces attentions, justement. Bien sûr, j'apporte ici quelques bémols. La plupart nous relatent en effet avoir, quoi qu'on en dise, assez mal compris les mécanismes du pacte. Les réponses apportées par les services et les élus ont même parfois fluctué quand ils n'étaient pas contradictoires. Le choc de simplification annoncé les a laissés parfois bien perplexes. La répartition des enveloppes volet 1 à l'échelle des cantons a suscité des incompréhensions quant à la méthode retenue pour la répartition. Au moment de la décision, le département a apporté très peu d'explications pour faire valoir ses choix. Vous évoquez la transparence en rendant les dotations publiques. Elle a cependant ses limites, car sur ce point précis, les clés d'attribution sont plutôt restées dans la pénombre au moment final. Et pour cause, on les cherche toujours un peu. Rappelons d'autre part, pour ce volet 1, que 37% des Finistériens ont été tenus à l'écart du fait qu'ils habitent dans des villes de plus de 10 000 habitants. Certes, les plus petites communes ont été du coup mieux servies et l'on ne peut y rester insensible, mais fallait-il discriminer à ce point? D'aucuns suggèrent de regarder la cartographie politique. Je n'irai personnellement pas jusque-là. Pour ce qui est du volet 2, malgré les réunions organisées et les efforts réels des vice-présidents, je salue le vice-président Mouillet et Raymond Massager, les élus n'ont pas toujours tout compris dans l'articulation et les attentes du département. C'est surtout le cas au sein des intercommunalités. En ce sens, le non-retour à ce jour des maquettes proposées par les EPCI semble plus long qu'avancé, mais là-dessus, vous venez de faire état, Monsieur le Président, des échéances prochaines. D'autre part, les enveloppes désormais annuelles et triennales, selon le volet concerné, réduisent la possibilité pour les communes et les EPCI de se projeter et de programmer leurs investissements à moyen et plus long terme. De plus, et j'y attache personnellement, en tant qu'ancien et longuement élu communal, une certaine importance, les méthodes de leur répartition, encore elles, peuvent entraîner un sentiment de concurrence entre les communes, et je devrais dire entre les élus des communes. Ce sentiment existe, hélas, pas toujours explicite, mais bien présent. Quant au volet 3, Monsieur le Président, il reste encore, pour une part, encore bien mystérieux. Enfin, il n'est pas sûr que le retour à une certaine logique de guichet et l'élargissement des thématiques soutenues apportent une vraie cohérence et une vision stratégique établie
pour notre Finistère, comme déjà évoqué par certains de mes collègues. La majorité avance par ailleurs que le soutien aux communes et EPCI bénéficie de davantage de moyens. Nous attendrons pour notre part de comparer les années pleines pour porter un jugement plus précis sur les montants à engager. L'épisode DSI, tout comme la rallonge ce jour pour la conservation du patrimoine protégé, invite à la prudence quant aux affirmations chiffrées. Pour terminer, j'ajoute que, globalement, les élus de nos communes et interco constatent que la verticalité des décisions s'impose de plus en plus dans le paysage finistérien, s'appuyant sur une communication, il est vrai, affûtée. L'échange et le dialogue réel prônés au début du mandat les a laissés sur leur faim, surtout, je le répète, au moment décisif des attributions qui se sont faites d'autorité. C'était annoncé, ça s'est vérifié et c'est un peu dommage. Je vous remercie. Je vais essayer de parler, parce que j'ai une petite extinction de voix. Non, c'était juste pour aller plus dans la simplification. Pourquoi pas proposer, et j'ai entendu ça avec des maires que je connais, pourquoi pas se transformer en banque des territoires, le département, après tout, vous parliez tout à l'heure des communes qui n'avaient pas eu d'aide peut-être départementale selon les politiques précédentes, là, peut-être faire un chèque à chaque commune, ça sera encore plus de simplification. Alors attention à ne pas devenir uniquement une banque de territoire. Et pour enfoncer le clou de ce que disait mon collègue Bernard Pelter, c'est vraiment la vision politique d'un développement du Finistère, quoi. Quelle politique porte la collectivité aujourd'hui dans le développement? Est-ce que c'est faire des routes dans des communes rurales, mais qui a son importance? Mais est-ce que c'est le rôle du département d'aller aider cette voirie communale? Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi en disant mais il n'y a plus de critères. Il n'y a plus de seuil, il n'y a plus de taux. Et oui, vous l'avez dit, un même projet ne sera pas financé de la même manière une année X ou une année Y pour une commune Y ou Z. Ce qui peut poser problème, parce qu'à projet égal, selon l'année dans un canton, parce qu'il va y avoir très peu de projets, on va être très bien aidé. Et l'année d'après, parce qu'il y aura embouteillage de projets, on va avoir une aide qui sera beaucoup plus faible. Et ça pose quand même problème dans l'équité. Avant, il y avait peut-être des dispositifs que vous jugiez complexes, mais au moins, un maire savait que de son projet qu'il allait faire dans 1, 2, 3 ans, il allait être aidé à tel niveau par le conseil départemental. Et ça permettait aussi d'avoir une visibilité et d'asseoir une politique sur le plus long terme pour les communes. Je vous remercie. Oui, merci le Président. Lors d'une précédente séance plénière, on avait découvert le pacte de 2030 avec une vocation assez universelle, on va dire. On avait demandé à avoir des modifications, notamment sur tout ce qui était SDI et puis sur le patrimoine. Donc, pour le SDI, vous n'avez pas voulu revenir sur le côté systématique qui pouvait profiter à certaines petites communes, notamment pour faire peut-être de la voirie, effectivement. Dont acte. Pour le patrimoine, je vous remercie d'être revenu en tout cas sur la chose. C'est vrai que c'est important. C'est bien d'être revenu sur... c'est vrai qu'on arrivait à une sorte de laïus qui était souvent répété en commission de développement durable. C'était tout sera dans le pacte. Là c'est bien, on revient là-dessus. En plus, ça permet de rester des partenaires fiables pour la DRAC, pour la région. Pourtant, j'ai 2 questions par rapport à ce fonds. Alors, vous me parlez d'1 million par an, c'est ce que j'avais lu dans le guide, effectivement, mais je vois que c'est abondé à 500 000 euros au niveau de la délibération. Je me demandais, dans le cas où on a plusieurs projets, est-ce qu'il y aurait plus, le cas échéant, pour rester en fait sur le principe des 20% et sur le tableau par rapport au nombre d'habitants. Et j'ai une autre question aussi par rapport... donc on voit qu'on favorise effectivement les petites communes, donc c'est très bien, ça me va très bien. Par contre, pour les chantiers... clairement d'envergure départementale. Alors, j'ai une pensée, par exemple, pour la ville de Saint-Paul-de-Léon, la capitale, pour mon premier adjoint, comme il l'appelle. Elle avait fait son projet de cathédrale à 3 millions d'euros, je crois que c'était le mandat précédent. Là, ils auraient 50 000 euros. Ce serait compliqué, je pense, à défendre politiquement. Donc, est-ce que, dans ce cas-là, on ferait des exceptions quand on voit que, par exemple... quelque part un peu comme l'abattoir finalement, mais sur des projets très spécifiques et relativement importants au niveau du Finistère, on pourra faire une dérogation en plus, quoi. Voilà.
Oui, dans le même sens que Pierre, je pense que c'est bien d'avoir revu la mouture initiale du pacte Finistère à ce sujet, parce que la conservation du patrimoine, notamment du patrimoine religieux, mais pas que, ça fait partie vraiment des responsabilités qu'on a vis-à-vis des générations à venir, comme des générations passées, je dirais, ceux qui l'ont bâti. Et c'est aussi une des spécificités, je pense, de la France, d'avoir su garder, grâce à une protection assez ancienne du patrimoine, un patrimoine de cette richesse qui font aujourd'hui aussi tout l'intérêt de notre pays, de nos villages, de nos communes pour les visiteurs extérieurs. Et c'est vrai que pour les élus des communes, sachant que ce patrimoine, il est quand même inéquitablement répartis en fonction des communes. Pour certaines communes, petites communes, ça peut être très, très compliqué de justifier qu'on investisse tout l'argent disponible dans l'entretien, la conservation d'un patrimoine ancien, là où il y a des besoins d'équipements, de maisons de santé. Et donc, c'est important qu'on ne mette pas en concurrence justement ce devoir collectif qu'on a vis-à-vis de la conservation de notre patrimoine collectif et qui nous engage sur le très long terme et les besoins immédiats des citoyens.